Portsmouth vit dans l'écho des paroles de M. Eden. La liberté de transit dans le canal de Suez est pour nous une question de vie ou de mort. À l'heure actuelle, après le Théséus qui avait embarqué... Pour en venir plus directement à l'Égypte et à Suez, est-ce que, Monsieur le Président, vous pouvez déjà dresser un premier bilan de l'action franco-britannique en Égypte? C'est prématuré. En réalité, c'est une opération à long terme. Et il faudra beaucoup de recul pour qu'on apprécie ce qui s'est en fait passé là. Mais dès à présent, on peut tout de même signaler quelques points. D'abord, quoi qu'en disent ceux pour qui la France a toujours tort, le prestige de Nasser est tout de même atteint. Les soldats égyptiens ont montré, face aux soldats d'Israël, le peu d'empressement qu'ils avaient à mourir pour Nasser. Oui, je dois dire que là encore, la télévision française a montré des images très caractéristiques. Les deux autres livres sont le fait sont deux BD qui sont très célèbres dans le monde de la BD, du moins leur auteur est très célèbre, Joe Sacco, c'est un des grands artistes de la BD, disons, moderne. C'est un successeur de l'école, pour ceux qui connaissent un peu la BD, des gens comme Crumb ou autres. Il est à l'origine maltais, et fils d'immigrés maltais, du moins aux États-Unis, et par un concours de circonstances, accompagnant un journaliste que certains d'entre vous connaissent peut-être, de gauche, voire d'extrême gauche américain, Chris Hedges, va être amené à faire un reportage en Palestine, ce qui va donner l'idée à Chris Hedges d'écrire une série d'articles qui vont être totalement censurés par le New York Times et autres. Il avait pourtant envoyé là-bas pour faire ses articles sur Gaza. Et ensuite de faire le scénario de ce roman BD historique sur ce qui s'est passé à Gaza en 1956. Donc ça va nous permettre... Alors le contexte historique de tout ça va vous être apporté aussi par nos invités. Entre autres choses, le fait que 56 c'est l'année de l'affaire de Suez. Ils vont vous en parler tout à l'heure. Et ça c'est la partie, je dirais, moderne de ce qu'a fait Sacco. C'est des reportages qu'il a fait, vous verrez, c'est un recueil, et ça a été publié à l'origine dans des espèces de fanzines, genre DC Comics, Marvel ou autre, vous voyez, les Batman et machin, des petits fascicules de 40-50 pages, comme on faisait, mais vous verrez, c'est assez impressionnant. C'est les reportages qu'il a fait après avoir découvert, il le raconte hein, en préface. Celui-ci d'ailleurs est préfacé, je crois que c'est celui-là par Edouard Saïd, pour ceux qui connaissent un peu, vous comprendrez l'orientation du livre. Et c'est tout simplement un témoignage de journaliste, mais graphique, c'est-à-dire qu'il a pris des photos et ensuite vous verrez, il a un talent, on aime ou on n'aime pas, mais enfin, c'est un talent reconnu tout à fait exceptionnel de dessinateur et de graphiste qui va restituer l'ambiance de manière absolument étonnante et glauque, évidemment, à Gaza, en Cisjordanie, et y compris à Tel Aviv ou autre. Donc ça, c'est ce qui est introduit par Tintin au Pays de l'Or Noir. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une nouvelle version, c'est le seul album de Tintin qui était largement refondu en termes de scénario, du moins quelques pages critiques que je vous décrirai si j'ai le temps plus tard, de la page 14 à la page 16, si je me souviens bien, où on n'est plus du tout en Palestine occupée, il n'y a plus aucun réalisme historique. À partir de 70, comme par hasard, la version après la guerre de 67, ça se passe dans une espèce d'émirat mystérieux, et c'est plus du tout sur fond
décolonisation ou de colonisation du Levant, comme on disait à l'époque. On n'est plus du tout là-dedans, on est dans des histoires entre bédouins qui se partagent le pouvoir, rebelles et autres. Évidemment, toutes les allusions à la Palestine, que ce soit aux Juifs, aux Palestiniens ou autres, ont disparu de la nouvelle version. Donc c'est quand même très intéressant d'observer ce phénomène absolument notoire et facile à vérifier. Donc ça, c'est les 3 livres. Là-dessus, j'ai fini ma trop longue déjà présentation et le contexte historique qu'ils illustrent. Eh bien, je vais laisser la parole pour ça à mon camarade Soubry qui va vous présenter nos invités. Pour commencer comme ça, je vais faire un petit panoramique pour les montrer. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui très nombreux les intervenants et donc on aura moins de temps de parole. Donc je vais les présenter et je prendrai un petit peu de temps pour faire tracer l'histoire de la guerre de Gaza rapidement. Nous avons avec nous Michel Rambaud, ancien ambassadeur. Par sa présence, elle pourra nous rassurer sur les solutions diplomatiques, peut-être. Et à ma droite, vous le connaissez, Bruno, qui est prof d'histoire. Histoire et géopolitique. Histoire et géopolitique. Et à ma gauche, Sonia Feynman. Feynman, et puis Béatrice Orès. Vous avez collaboré? Oui. Ah oui. Ah oui. Alors un livre qui m'a fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas venus lors de la remarquable présentation qu'avec Michel Sibonis et deux dames ont fait, leur livre est toujours là, et ça c'est un des livres essentiels aussi pour comprendre ce qui se passe. Très essentiel. C'est qu'entre Sacco et le livre, ils ont éveillé chez moi le souvenir de 12 événements importants pour le peuple gazaoui. Sacco a détaillé la guerre. Ah oui, oublié un de tes invités. Majid, excusez-moi. C'est un habitué, mais quand même. Oui, parce que c'est mon ami, on est tout le temps ensemble, je ne le vois pas. Majid, il est rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait Africasie, et là, le titre... Deux ans magazine, La Voix des non-alignés. Voilà, c'est La Voix des non-alignés qu'il reprend. Et je pense que Majid va lui donner beaucoup d'audience pour qu'on puisse le relire. Alors, pourquoi j'ai dit entre Sacco et le livre de l'antisionisme qu'on m'a fait beaucoup plaisir cette semaine, parce que j'ai vécu 56 Gaza dans Sacco et j'ai revu les années 1970 appelées l'année de septembre noir palestinien. À cette époque, en Jordanie, il y avait des organisations palestiniennes qui ouvraient pour la libération de la Palestine ou l'instauration d'un État démocratique, notamment en 1970. Ils avaient organisé une conférence pour les étudiants palestiniens à travers le monde, et parmi les personnes présentes, c'était des Juifs d'Israël qui avaient pris contact avec les Palestiniens dans l'espoir d'instaurer un État démocratique pour les deux peuples. C'était un petit peu le printemps palestinien. C'est comme ça que je l'avais vécu. En tout cas, vous aurez l'occasion un petit peu d'en parler. C'était l'œuvre des étudiants dites le groupe Matzben. Matzben, c'était des jeunes communistes israéliens qui voulaient, avec les Palestiniens, bâtir quelque chose. Septembre noir est fini dans un drame, dans le sang, mais ce qui explique un petit peu le caractère violent que les Palestiniens ils ont vécu. Mais ce n'est pas seulement en septembre 70, même dès le départ. Dès le départ, le chaos actuellement, c'est l'opération de
Dominique a parlé, de Bernadotte, c'était le partage. C'est un partage raté. C'était un partage Là, nous sommes en 1948. En 1948, le partage de la Palestine était injuste. Et le comité de partage avait décidé d'accorder 52% de terres aux Israéliens et 48% aux Palestiniens. Alors que les Israéliens n'étaient que 30% de la population. Voilà, qui n'étaient que 30% de la population. Et c'est tout enclenché, toute l'injustice est enclenchée. Et puis, la communauté internationale avait constaté que c'était injuste, ça ne peut pas marcher. Ils ont fait une conférence à Chypre pour retracer les frontières. Et en retraçant les frontières, ils ont accolé Gaza à l'Égypte et la Cisjordanie, ils l'ont donné au roi de la Jordanie. Ce qui explique l'état irrationnel, la situation géographique impensable actuelle. Gaza, qui est l'objet de cette soirée. Gaza, elle est condamnée à traiter avec l'Égypte. La seule voie de communication avec le monde extérieur, c'est l'Égypte. Elle ne peut pas se détacher. Et d'ailleurs, lorsqu'on l'a donné à l'Égypte en 1948, en 1952, Nasser, il a dit, moi, Gaza, je veux assurer l'administration jusqu'au jour où on instaurera l'État de Palestine, je ne veux pas. Et les Gazaouis, ils ont connu la guerre de partage. Ils ont connu la guerre de 1956. Et la guerre de 1956, vous rappelez, peut-être vous avez lu, il s'agit de la guerre provoquée par la nationalisation du canal de Suez. Il y a un canal qui était à l'époque la voie la plus stratégique pour la vente de pétrole et l'échange avec l'Orient. Et ce canal traverse le désert égyptien et donc elle coupe Gaza, une partie en Égypte, une partie en Palestine. Et Nasser, lorsqu'il l'a nationalisé, les acteurs intéressés par l'histoire de Gaza, c'était la France, la Grande-Bretagne et Israël. La France, pour les raisons parce que le canal... Hein? Ils étaient propriétaires. Elle était propriétaire. C'était la compagnie de Suez dont vous avez encore. C'est la compagnie de Suez. Et les Britanniques, ils avaient acheté les parts de l'État égyptien. Lorsque le roi Farouk a fait faillite, les Britanniques, ils ont acheté les parts. Ils sont devenus l'associé des Français et Israël, parce qu'elle avait toujours la velléité de récupérer Gaza, qui était sous administration égyptienne. Ils ont organisé une réunion ultra secrète à Sèvres, où tous les trois, ils ont décidé d'attaquer l'Égypte pour récupérer le canal de Suez. Et par conséquent, il y a eu 10 jours de guerre, 9 jours à vrai dire, et les Nations Unies, ils ont intimé l'ordre aux Français et aux Anglais de retirer leurs troupes. Et la communauté internationale était puissante à l'époque, puisqu'il y avait un accord tacite entre Russes et Américains à renvoyer les envahisseurs. Je précise juste pour expliquer ce contexte maintenant lointain, qu'à l'époque, dont nous sommes en 1956, nous sommes pourtant en pleine guerre froide, mais aussi bien la Russie soviétique, bref, a été déstabilisée. Les Russes, enfin les soviétiques et les Américains ont un ennemi commun dans cette affaire, les anciennes puissances coloniales, que sont la France et l'Angleterre, pour des raisons complètement différentes, donc, oui, bien sûr. et même opposées. Ils vont s'opposer ensemble à l'opération militaire des Anglais et des Français. Les paras ont sauté à l'époque sur Suez, avec les Israéliens comme supplétifs à l'époque.
Ça, c'est 56, l'affaire de Suez, où on va repartir la queue entre les jambes parce qu'on est grondé aussi bien par les Américains, je parle des Français, par les Américains que par les Russes. Absolument. Les Français et les Anglais, ils ont accepté de retirer leurs troupes. Et le premier ministre israélien, c'était Golda Meir. Golda Meir, elle a dit, moi je ne me retire pas, parce que... Hein, en 56. Ben Gurion, c'est encore Ben Gurion. Oui, Golda Meir. Le premier, elle était ministre des Affaires étrangères. Oui. Okay. Et elle a dit, moi je ne me retire pas, parce que Gaza, elle fait partie de mon pays. Donc, dès l'époque, dès cette guerre, tout au moins, la communauté internationale a mis des casques bleus pour les séparer. Seulement, les casques bleus, ils n'ont pas pu résister puisque les Gazaouis et les chassés ne voulaient pas des casques bleus sur place. Il y a eu, après 1956, toute une série de guerres. La guerre de 6 jours, 1957. 67, qui a de nouveau remodelé les frontières. Et la guerre de 73, dite la guerre de Kippour. Et pendant toutes ces guerres, à chaque fois, il y avait des nouveaux réfugiés qui étaient repoussés vers Gaza, au point que Gaza, en 1948, comptait 60 000 Palestiniens. Déjà des réfugiés qui avaient été, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas été carrément liquidés, il y en a toute une partie qui vont être expropriés et renvoyés dans des camps à Gaza. Ils sont réfugiés tout simplement parce qu'on les a virés de leur maison, de leur propriété, etc. au nom de l'accord Félon scellé en 1948, de partage totalement injuste que nous avons évoqué. Je précise, on a évoqué Bernadotte, il faut comprendre que la liquidation de Bernadotte, donc par des commandos israéliens, avec un commanditaire qui va être Premier ministre d'Israël, est évidemment due au fait que Bernadotte arrivait avec une proposition de partage beaucoup plus équitable et donc il n'en voulait surtout pas, les Israéliens, et il voulait vraiment faire la paix et c'est pour ça qu'il est liquidé dès qu'il met le pied sur place. Je te rends la parole. Voilà, donc ils étaient 60 000 réfugiés. Ils sont devenus par la suite en 1973 ils sont devenus 200 000 dans un espace réduit. Et tous des réfugiés de père en fils. Ça fait 3 générations de réfugiés qui sont amassés, installés à Gaza. Parqués à Gaza. Et malgré ça, lorsque Nasser a essayé de créer, c'est Nasser qui a créé l'armée de libération de la Palestine à Gaza. Et Israël continuait à bombarder ce territoire. Ma conclusion par rapport à ça, c'est que les Gazaouis n'ont connu que des guerres, depuis 1948 jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs. Donc, ils sont cantonnés dans cet espace-là, sans une solution plus sage, plus intelligente que celle de 1948. Il y aura toujours le chaos au Moyen-Orient. Personnellement, je souhaite que la crise actuelle pourra faire émerger des solutions plus sages. Et les solutions de plus sages, pour moi, ça sera les 12 États. Et j'ai oublié de vous féliciter aujourd'hui des nouvelles de départ de quelques otages, dans l'espoir que le restant des otages seront libérés. Mais on a des points de vue différents sur la solution, peut-être. Et il y en a qui vont appuyer mon optimisme, d'autres, et ils vont dire le contraire. Alors, je passe la parole à Michel.
Moi, je veux bien. Oui, je veux bien. Oui, en tant que diplomate. Bon, je sais pas. C'est mon point de vue personnel que je donnerai. Parce que du point de vue des horizons diplomatiques, dans la situation actuelle, on imaginera que c'est un horizon qui est bouché. Et donc, je ne fais pas de plan sur la comète comme ça. Ce serait malhonnête intellectuellement et peu réaliste. Par contre, ce que je voulais dire quand même, c'est que du point de vue politique, et du point de vue du fond du conflit, il y a eu un fait qui est toujours, qui est régulièrement zappé. Enfin, il n'est pas zappé, mais enfin, il est pas. On peut l'exprimer simplement en disant que finalement, la racine du problème même, c'est le plan de partage, bien évidemment, dont il a été fait État, et après la création de l'État d'Israël, qui en est la conséquence un an après. Alors, ce plan de partage, quand même, il faut bien rappeler qu'il remet qu'à plus de la moitié, en tout cas les pourcentages, ça varie de 52% à 62-63% suivant les méthodes de calcul, donc est donné au futur État d'Israël, et le reste, c'est-à-dire moins de 50%, et nettement moins de 50%, est donné aux Palestiniens, c'est-à-dire ceux qui habitent, les habitants autochtones depuis des générations. D'ailleurs, 70% du territoire, et qui représentait 70% de la population. C'est ça. Alors, donc, et sur ce territoire, donc c'est complètement, effectivement, c'est avalisé. On peut résumer aussi d'un point de vue juridique que c'est avalisé par un vote de l'Assemblée générale, donc ce qui donne une légalité internationale à la création de l'État d'Israël et au plan de partage, mais ce qui ne donne pas, ce qui n'enlève en rien, comme les habitants autochtones n'ont pas du tout été consultés, on est en pleine période coloniale, hein, et notamment en Palestine. Donc finalement, on n'a pas consulté les populations arabes, et donc finalement, ils ne se sentent pas engagés par cette promesse. Et en fait, on doit dire que si on la repasse dans la perspective historique, il n'y aurait pas eu de plan de partage, au moins dans ces conditions-là, c'est-à-dire injuste et usurpé finalement, donné finalement à des populations qui sont venues, en gros, de l'extérieur, pour s'installer donc sur la terre de Palestine. Il n'y aurait pas eu ce phénomène-là s'il n'y avait pas eu, pour les Européens, la guerre mondiale et la pré-guerre mondiale, c'est-à-dire le nazisme, l'hitlérisme, les camps de concentration et l'extermination, etc. L'extermination des Juifs d'Europe. Donc avec l'Holocauste qui a fait un certain nombre de millions de victimes. Et donc ça c'est vrai, mais seulement ces victimes, ce qui a été oublié totalement, c'est qu'elles n'ont pas été faites par les Arabes, mais par les Européens. Or, ce sont les Européens qui inspirent le plan de partage, et donc ils l'appriment. Au fond, ils se débarrassent du problème, ils font payer aux Arabes un immense crime qui n'a pas été perpétré du tout par les Arabes, mais par eux-mêmes, par les Européens. Donc ils auraient dû, logiquement, s'ils voulaient faire un État israélien et créer un foyer national pour dédommager, compenser pour les victimes de l'Holocauste, le faire ailleurs, mais pas sur des terres qui ne leur appartenaient en rien, et des gens qui n'y étaient pour rien. Oui, parce que je crois que coupables, je veux dire nous les Occidentaux, les Européens, mais on fait payer. C'est pour les Arabes, aux Arabes qui n'ont rien à voir avec ça. Alors donc c'est suprêmement injuste, et de ce point de vue, je pense que la situation actuelle, elle est irréparable. Si j'étais palestinien, moi jamais je ne le pardonnerais. Et je n'accepterai pas, diplomate ou pas, je n'accepterai certainement pas un plan de partage, ni finalement même une solution à deux États qui gèlerait la situation qui était celle du plan de partage. Parce que en plus, c'est pas du tout ce qui va exister comme il a été expliqué au fil des guerres. Disons, le territoire qui était déjà imparti à la partie israélienne par le plan de partage était de plus de la moitié, mais va être grignoté par chacune des séries de guerres. La guerre donc de 48, la première guerre qui est déclenchée par les Arabes et qui est perdue, et donc ça permet de grignoter quelques pourcents. La guerre de 67, la guerre des 6 jours, qui permet aux Israéliens d'occuper et de prendre en main directement ce qui reste de Palestine, c'est-à-dire la Cisjordanie et la ville de Jérusalem, très important. Et puis finalement la bande de Gaza. Plus le Golan qui est occupé en supplément, et le Sinaï qui a été occupé entre autres.
Alors donc, ça fait une Palestine qui est, enfin, en tout cas, un État d'Israël qui est singulièrement augmenté, et il n'y a plus de Palestiniens là-dedans. Ça n'est plus prévu. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une première ministre israélienne ou un premier ministre israélien qui a agité à l'ONU un plan où il n'y avait aucunement, il n'y avait plus de traces d'État arabe sur la Palestine. C'était pour ne pas le nommer. Bon. Mais vous le connaissez sans doute dedans. Alors maintenant, ce que je voulais dire, c'est que moi, là, la solution à deux États, il y a eu certes une période où il a été de bon ton de négocier. Alors soit, mais ça a été l'époque des accords d'Oslo et de la conférence de Madrid. Alors la conférence de Madrid, je pense, et les accords d'Oslo, de mon point de vue, c'était peut-être de la belle diplomatie, mais ça n'était pas de la diplomatie très très sincère, puisque ça a permis d'entuber, comme si je puis dire, les Palestiniens largement, et de leur faire perdre en tout cas. C'était l'époque des accords séparés, c'était la stratégie israélienne. Bon, et en tout cas, de signer des accords séparés, de diviser les Arabes. C'est la période en gros où les Palestiniens en sont venus à considérer que finalement la Palestine n'était plus une question arabe, mais une question palestinienne proprement dit, ce qui je pense était une immense erreur stratégique, car finalement ça changeait la donne de la confrontation entre les Arabes et les Palestiniens, qui d'abord les accords d'Oslo non seulement n'ont jamais été, n'ont pas obtenu le moindre début de mise en œuvre. Pendant ce temps-là, les territoires palestiniens ont continué à être grignotés, on a commencé à faire de la colonisation des territoires palestiniens de plus en plus massive, malgré les résolutions. Alors je ne serai pas méchant, mais je pourrais rappeler, je crois que c'est 200, pas loin de 250 résolutions du Conseil de sécurité et autant presque de l'Assemblée générale qui ont été superbement, je dirais même pas violées, mais ignorées totalement par l'État d'Israël, avec la complicité quand même de tous les Occidentaux, qui n'ont pas bronché et qui ont une impunité totale. Donc pourquoi se gêner? Donc ça a été ça. Ensuite, je dirais que toutes les guerres n'ont jamais servi à rien, puisque ça a augmenté le territoire palestinien. La colonisation, malgré les condamnations, a continué. Le territoire israélien. Et a été déclaré de territoire israélien. Et les implantations, si bien que la Palestine, il y a des cartes, des séries de cartes que vous devez tous connaître. Bon, on voit la Palestine déjà le partage injuste au départ, c'est-à-dire légal, mais de mon point de vue, j'aime dire quand même que qu'il était illégitime pour les Palestiniens. Et deuxièmement, quand on voit l'état des lieux au plan de partage et à la création de l'État d'Israël, et l'État tel qu'il est maintenant, en fait, c'est même plus moi je dis depuis le Covid, des postillons de Palestine qui existent. C'est-à-dire quand on voit des traits, des petits points. Alors avec des murs de conternement, des barricades, des remparts, des murs, etc., etc. Alors en plus, il y a eu je ne sais combien de campagnes de bombardements sur la bande de Gaza et sur les territoires israéliens. Je crois que j'en ai des palestiniens par contre. Oui, c'est vrai. Ah ben oui. Et je crois que j'en ai compté moi-même, 27. Parce que j'ai fait la collection des noms. Les reporter, j'ai conservé soigneusement la liste, avec des noms à l'américaine, parce que c'était une inspiration américaine, qui sont ces noms farfelus, avec pas tempête du désert, mais restaurer l'espoir quand on va le briser, faire verdir la nature quand on va la bombarder, l'enflammer, etc. Bon, bref. Donc tout ça, plomb durci, oui c'est ça. Ah oui, ça le dôme de fer, qui est un dôme, une véritable passoire, mais c'est un dôme de fer quand même. Bon. Alors, je pense que dans cet état-là, moi, si j'étais palestinien à l'heure actuelle, il y a eu à présent donc un long endordissement et on a cherché des subterfuges. Alors, non content de ce grignotage de la Palestine, mais on est arrivé au temps de l'époque Trump, donc de faire une transaction du siècle et de conseiller et d'aider et de désirer ardemment des accords ibrahimiques fondés sur je ne sais pas quoi, pour moi c'est incompréhensible, mais donc à base religieuse, c'est-à-dire sur l'amour inconsidéré des trois religions les unes pour les autres, ce qui n'est pas exactement le cas en fait dans la nature. Par ailleurs. Bon, par ailleurs, donc, mais bon, c'est vrai que ça donne de l'aventure à l'entreprise. Mais il y a ça, donc les accords ibrahimiques, il y a eu 4 accords de normalisation, des accords séparés. Il y a eu quand même 2 accords séparés, les premiers qui battent de l'aile, c'est avec l'Égypte
et la Jordanie. On notera que c'est les deux qui sont menacés d'être priés d'accueillir ce qui reste de Palestine et de Palestiniens chez eux, les Gazaouis vers l'Égypte et, disons, ceux de Cisjordanie vers la Jordanie. On comprend qu'ils soient contre puisqu'ils n'en veulent pas. Et à juste titre, parce que la Palestine, c'est pas là, c'est dans le monde d'à côté. C'est plutôt à Israël qu'il faudrait la demander. Alors donc, voilà, j'ai probablement dit, mais c'était l'essentiel de ce que je voulais dire. Donc, moi je suggère la solution à deux États. Moi, je suis pas palestinien. Alors donc, je n'ai pas mon mot à dire, mais si j'étais palestinien, j'en voudrais sûrement pas, je dirais, vous vous moquez de moi. On ne va pas recommencer maintenant, c'est-à-dire revenir 20 ans ou 30 ans en arrière, au temps des accords d'Oslo et de la conférence de Madrid, et puis remettre ça après ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas une guerre, disons, Hamas-Israël, comme on a voulu le populariser et le marteler jusqu'à maintenant. Oui, c'est une guerre entre Israël et puis des Palestiniens. Le Hamas étant une organisation qui est de résistance. Alors qui plaît ou qui plaît pas, peu importe, ils sont peut-être pas aussi bien conservés. Mais il y aurait beaucoup à en dire, je pense, sur les massacres du 7 octobre. Qui est le responsable réel? Qui est derrière? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On a dit qu'on allait surtout parler de l'histoire qui nous a amenés jusqu'ici. Voilà. Alors donc, je pense, moi je dirais, je terminerai juste une expression. Pour moi, la solution à deux États, il ne faut pas recommencer 20 ans après. Ça serait perdre son temps. Et en plus, les Israéliens n'en veulent pas. C'est dit. Merci Michel. J'ai pris des livres puisqu'on est dans une librairie. Donc je vais vous présenter un Palestinien, Elias Sambar. Un petit livre très facile à lire et qui donne une idée. Après, un point de vue israélien mais anticolonialiste, Michel Warshawski. Et la situation en France, les rapports entre Israël et la France et les Palestiniens. Un chant d'amour qui vient de reparaître de Alain Grèche et Hélène Aldeguer, qui est une bande dessinée qui est aussi très bien. Mais malheureusement déjà indisponible. C'est ce qui fait qu'on ne l'a pas ce soir alors que Béatrice nous l'avait demandé. Je vais donc essayer de ne pas être trop longue, mais quand même. Donc, Elias Sambar déconstruit le narratif sur l'État d'Israël qui circule et qui est le discours de propagande de l'occupant israélien. Il le fait à travers des questions simples. Quand commence l'histoire de la Palestine? Alors, on va dire, on pourrait remonter à l'Antiquité, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. On va rester avec le contemporain. Donc, si on se réfère à l'histoire contemporaine, elle débute avec les thèses fondatrices du sionisme. Et il faut le marteler, le sionisme, dès l'origine, est une idéologie de séparation. Donc l'apartheid existe fondamentalement dans le régime sioniste, parce qu'il veut exclure les autres. Le régime sioniste, c'est un régime qui veut être un régime uniquement pour les juifs. Donc je pense que ça c'est important à redire, et que effectivement en tant que régime, il ne pourra pas continuer à exister dans la région si les protagonistes veulent effectivement la paix. Donc la Palestine en tant que telle a une histoire qui précède le sionisme et ceux qui deviendront les Israéliens. C'est également l'histoire de ce qu'appelle Elias Sambar les gens de Terre Sainte, puisque les gens qui étaient présents en Palestine avant 1948, ils venaient pour la plupart parce qu'ils appartenaient à l'un des monothéismes, et on les appelait donc, ils les appellent les gens de Terre Sainte. Et ce n'est pas la croyance, selon Elias Sambar, qui les a unis, qui fait le lien entre les gens de la Terre Sainte, mais le lieu de la Terre Sainte en quelque sorte, c'est d'être sur place à cet endroit-là, sans frontières particulières, ensemble, et c'est ça qui les unit. À quoi ressemble la Palestine à la fin du XIXe siècle? Je vous rappelle que c'était un territoire de l'Empire ottoman, qui n'avait pas de frontières définies, on ne va pas rentrer dans les détails, et il y avait des idées nationalistes qui étaient en train d'éclore, puisqu'on est à la fin du XIXe siècle, c'était quelque chose qui existait un petit peu partout. Et il y avait notamment un projet de nation arabe qui inclurait les musulmans et les chrétiens. C'était un projet très important qui aurait peut-être existé, et les juifs aussi sans doute, s'il n'y avait pas eu cette déclaration, ce partage de 1947. Donc ça c'est vraiment un... Et donc c'était un projet politique d'une unité arabe au Proche-Orient qui aurait inclus la Syrie,
le Liban, la Palestine, la Jordanie, l'Irak pour former un seul pays. Et ça s'appelait, je ne sais pas comment on le prononce en arabe, la Nahda arabe, qui est un mouvement politique, culturel et religieux, mais qui a été sapé dans son élan par ce qui s'est passé ensuite. Alors, les moments décisifs de la construction du sionisme en Palestine, c'est 1901, c'est pas le premier congrès sioniste, c'est le 5e, en 1901, qui est également à Bâle et qui va choisir Herzl, la Palestine, comme lieu pour les juifs qui veulent quitter l'Europe, notamment en raison de l'antisémitisme. Le deuxième point important, c'est 1917, la déclaration Balfour. Les Palestiniens ont immédiatement combattu le mouvement sioniste et ils se sont trouvés, imaginez, face à deux colonialismes à la fois, les Palestiniens. À la fois le colonialisme traditionnel, si je puis dire, britannique, qui était un colonialisme d'exploitation, y compris des indigènes, et le colonialisme sioniste, qui est un colonialisme de remplacement. De peuplement. De substitution. Enfin, on dit, oui, on l'appelle de peuplement, mais c'est de remplacement. Donc, départ forcé des Palestiniens qui fait partie du projet sioniste dès l'origine. C'est pour ça, le remplacement, c'est l'exclusion de l'autre. Il n'y a pas un jour de paix en Palestine entre 1917 et 1948, puisqu'il y a de la résistance déjà palestinienne qui s'inscrit dans le quotidien, des grèves, des révoltes armées, des guérillas dans les maquis, des affrontements dans les colonies juives déjà créées, et des divisions dans les villes mixtes, puisqu'il y avait déjà des villes mixtes, en quartiers communautaires. Donc en 1947, le plan de partage, je n'y reviens pas, mais il ne faut pas oublier ce que rappelle Elias Sambar, une contre-proposition de Jamal al-Husseini, qui est le grand-père, je crois, de Leila Chaïd, qui voulait la proclamation d'un État, donc en 1947, la proclamation d'un État palestinien avec la pleine citoyenneté et l'égalité pour tous. Donc tous les présents en Palestine à ce moment-là. Donc novembre 1947, alors Elias Sambar considère qu'il y a eu deux guerres à l'origine. Une première guerre entre le plan de partage, donc c'est-à-dire 1947, et le 14 mai 1948, la déclaration de l'État d'Israël. Il considère que c'est la première guerre de Palestine, pendant laquelle il y a effectivement l'expulsion des Palestiniens. 800 000. C'est les nouveaux historiens, ce qu'on a appelé les nouveaux historiens, qui l'ont bien mis en... puisque c'était le déni total et le silence total sur ces actes. Donc ils constituent les réfugiés d'aujourd'hui, notamment à Gaza, comme on en a dit. Y compris Elias Sambar lui-même. Y compris, mais Elias Sambar, non, il est allé au Liban, je crois. Mais il a été vidé de chez lui avec toute sa famille. Oui, tout à fait. Donc spolié, exproprié. Et donc la deuxième guerre de ce moment-là pour Elias Sambar, c'est celle qui débute le 15 mai 1948. Et il dit que c'est important pour lui de les distinguer parce que c'est dans la première partie, dans ce qu'il a appelé la première guerre, qu'il y a l'expulsion des Palestiniens. Et si on ne parle que de la guerre de 1948, où les différentes armées arabes s'opposent au nouvel État, on oublie et on efface l'expulsion des Palestiniens. Donc c'est pour ça que ça me paraît important de vous le dire, et qu'il faut la diviser en deux parties, une partie l'expulsion et l'autre partie, bien, le refus de cet État, de ce nouvel État. Donc à ce moment-là, la Palestine, qui était une histoire coloniale britannique, laisse la place à Israël, qui est à la fois donc qui est également une histoire américaine. Il faut bien dire que le nouvel État d'Israël, c'est une histoire américaine. Alors, une autre question que se pose Sambar, c'est quel rôle a joué la destruction des Juifs d'Europe dans la création d'Israël. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du livre que vous pourrez lire,
lui, il considère que c'est une caution morale au sionisme. Mais cette sidération morale, quand on a appris les événements en 1945, a comme conséquence à cacher ou nier la Nakba palestinienne. Et donc, bon, il fait toujours l'équilibre, et je veux dire, bon, comme on le dit là en ce moment, une vie est une vie et vaut une autre vie. Et bon, on voit que depuis longtemps, ça n'est pas le cas dans la région. Donc les faits en Europe ne justifient pas les massacres de Palestiniens. On peut citer Der Yassin. Hein. Et voilà. Alors, l'autre question qu'il pose, c'est l'antisémitisme. La propagande planétaire accusant les Palestiniens de vouloir jeter les Juifs à la mer est fausse. Bien sûr, il y en a qui le disent, mais la question, l'interprétation qu'il faut en donner, ce n'est pas jeter les Juifs à la mer, c'est détruire l'idéologie sioniste. Ça veut dire créer un autre régime. Bon, je vais bêtement dire, quand nous sommes passés de la monarchie à la République, tous les Français qui étaient là n'ont pas été expulsés. Bon, bien sûr, il y a quelques aristocrates qui ont été tués, mais je veux dire, bon, dans toute révolution, il y a forcément de la violence. Mais c'est pas pour ça qu'on jette les gens à la mer. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faudra arriver à, si on peut, à neutraliser. Mais en fait, les Palestiniens, eux, ont été jetés à la mer. Hein. Au désert. Non, à la mer, au sens propre et au sens... Par exemple, oui, à Jaffa, hein, des milliers d'exilés palestiniens ont été expulsés sur des embarcations. Et ça a été le cas, justement, d'Elias Sambar, si je ne me trompe pas. Alors, après 1967, un cataclysme pour la Palestine. Hein, et donc, ça a créé... C'est là que les mouvements de résistance se sont mieux organisés, dont le Fatah. Voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails, puisque de toute façon, on est nombreux autour de la table. Et aujourd'hui, que dit Elias Sambar? Alors, bon, il parle du Hamas, donc je vous laisse lire ce qu'il dit du Hamas, qui est très intéressant, et du terrorisme. Donc, bien sûr, dans le principe, il est contre, comme tout le monde est contre le terrorisme, mais on peut être poussé, dit-il, au terrorisme dans un contexte particulier. On ne va peut-être pas rentrer là dans le détail. Donc, Elias Sambar, en conclusion, dit « Longtemps, nous nous sommes demandé si les Israéliens voulaient la paix. J'avoue que nous demandons à présent s'ils peuvent la paix. » Voilà ce que dit Elias Sambar. On voit bien dans toutes les guerres qu'Israël a fait à Gaza, hein, puisque c'est surtout à Gaza qu'il a fait les guerres, c'était pour récupérer une union nationale dans des moments où la politique intérieure israélienne était en mauvaise posture. Donc ça leur sert de soupape. Donc enfin c'est pas... voilà. Alors bien sûr ils ne se prononcent pas. Hein. Deux États... Un État démocratique, on ne peut pas se prononcer, encore moins peut-être aujourd'hui, mais bon, c'est toujours des questionnements. Voilà. Le deuxième livre, pour continuer rapidement, c'est donc Michel Warshawski, qui est un anticolonialiste israélien. Qui est d'ailleurs venu ici même. Et donc son livre est construit en 6 chapitres. Donc, le premier chapitre, il fait un retour sur le sionisme et qu'est-ce que c'est. Donc, il dit clairement que c'est une réponse coloniale à la question juive étant définie par lui comme celle de l'antisémitisme. Donc, la question de l'antisémitisme. Et il dit clairement que, malheureusement, en Israël, il n'y a pas de gauche. Et on ne peut pas être un sioniste de gauche et anticolonialiste. C'est un oxymore, c'est contradictoire, c'est impossible. D'ailleurs, dans notre livre, il y a un article de Gideon Levy qui précise bien, qui développe cet argumentaire. On ne peut pas être de gauche et sioniste. C'est impossible. Donc les seuls qui sont de gauche en Israël actuellement, c'est le Parti communiste, le Hadash, c'est Balad, c'est qui ont fait là, et à ces jours-ci, une manifestation pour demander le cessez-le-feu là, en Israël même. Warshawski, qu'est-ce qu'il dit dans le retour au sionisme? L'impact du nazisme, il répète que on a fait payer aux Palestiniens
ce que les Européens ont fait. Et il parle donc de l'antisionisme après la création d'Israël. Donc ça, c'est effectivement notre ouvrage le développe énormément. Bien sûr que les Palestiniens sont antisionistes, ça veut dire qu'ils sont contre le régime sioniste, ça ne veut pas dire qu'ils sont contre l'existence de Juifs et de Palestiniens arabes et chrétiens dans la zone géographique qu'on peut appeler Palestine-Israël en ce moment, puisqu'il n'y a pas d'autre nom. Donc il y a l'antisionisme religieux, l'antisionisme de gauche, le vrai, antiraciste. Donc il y a le mythe de l'État juif et démocratique, et Sonia va développer à ce propos le concept d'État-nation, qui inscrit dans la loi l'apartheid. Donc Israël, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, je reprends un petit peu ce que dit Warshawski. C'est un État colonial, ce qui implique l'absence délibérée de frontières, et c'est pour ça que Israël n'a jamais voulu définir ses frontières, la poursuite du processus de judaïsation pour exclure les non-juifs, et l'ensemble de lois, des institutions et des politiques qui vont perpétuer la suprématie juive, voire son élargissement, comme essayent de le vouloir les extrémistes de droite actuels, là-bas. Ce n'est pas un État social, on nous oppose toujours les kibbutz. Enfin, je ne vais pas développer cet aspect-là. Le mouvement de la paix, il est mort. La victoire de la droite nous entraîne, on ne sait pas où. Enfin, on voit en ce moment qu'elle nous entraîne dans des territoires terribles, dans ce nouveau régime. Et donc, qu'est-ce que conclut Warshawski? Depuis la création d'Israël, la communauté internationale a été d'une extrême tolérance vis-à-vis de l'État, d'abord jeune État, et maintenant il a 75 ans, c'est plus très jeune, il a l'âge de la retraite, comme dit Warshawski. Il devrait un petit peu acquérir de sagesse, mais bon. Alors, mais cette impunité quasi totale du monde entier à l'encontre d'Israël, il considère, Warshawski, qu'il y a peut-être 3 raisons. Bon, c'est ce qu'il pense lui. La culpabilité envers le génocide des Juifs d'Europe, qu'elle pensait réparer en soutenant la communauté internationale, le jeune État juif au départ. Une sympathie certaine pour un jeune État, certes un peu voyou, mais avec le sourire et la mèche d'un Tintin chez les Arabes. Donc il parle de Tintin aussi. Je lui ai fait découvrir ce que j'ai raconté tout à l'heure. Il n'en revenait pas, je lui ai montré les 2 versions, il m'a dit c'est incroyable. Donc c'est peut-être pour ça qu'il fait un petit signe, Tintin chez les Arabes. Et surtout, les États disposent d'un allié. En fait, c'est la géopolitique qui prime, c'est pas tout ça, c'est pas tout ce que je viens de dire. C'est un allié occidental au cœur de l'Orient arabe qui, pour seulement 3 milliards de dollars par an, c'est ce que donnent les Américains et les autres pour la reconstruction de Gaza. Les Américains tout seuls, a souvent fait le sale boulot pour eux. De la guerre du Sinaï en 1956 à la chute de la gauche du parti Baas en Syrie, dans la foulée de la guerre de 67, sans parler des nombreuses opérations plus discrètes menées par le Mossad aux 4 coins du monde, c'est ça que paye la communauté internationale pour faire le sale boulot aux Israéliens. Alors, que dit, pour finir, Warshawski? C'est un État maintenant vieux, donc de plus de 75 ans, à la fois colonial et impérialiste, qui investit des capitaux et vend des technologies de pointe aux 4 coins du monde. Un dernier petit mot sur le Chant d'amour que vous trouverez, j'espère, prochainement. On va essayer, oui. J'espère qu'ils vont le réimprimer, mais pour l'instant, malheureusement, donc, en on l'aura pas ce soir. Donc en fait, c'est seulement sur la relation... on a les autres livres de Grech, on a en particulier De quoi la Palestine est-elle le nom, ça on l'a. Donc c'est axé sur la France, les relations entre la France et Israël et la Palestine. Donc je vais vous dire juste quelques mots. Après 67, la France avait acquis la réputation d'être pro-arabe et pro-palestinienne. Et donc ce livre raconte une histoire différente. Il montre que, en n'utilisant que les propos contenus vraiment les protagonistes, c'est fait uniquement de textes historiques, il décrit les relations tumultueuses et parfois contradictoires que la France a entretenues avec le Proche-Orient,
Il dévoile le rôle diplomatique qu'a joué Paris pendant des décennies dans le conflit au Proche-Orient, puis son progressif effacement, que l'on a vu en fonctionnement ces dernières semaines. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Chomsky que j'ai traduite. Non, j'ai pas vu. Il a résumé ça impeccablement dans une vidéo d'1 quart d'heure. C'est très clair. Je vous invite à aller sur le site de la librairie. Alors c'est un paradoxe. Donc il y a l'effacement de la diplomatie française au Proche-Orient depuis quelques années, alors même que ses positions en faveur d'une solution à 2 États, qu'elle défend toujours d'ailleurs, ont été finalement acceptées par tous, y compris les Nations Unies. Donc ce livre montre comment le rapprochement avec Israël, mené parfois au nom du combat contre l'antisémitisme, voire l'antisionisme, parfois au nom de la guerre contre le terrorisme, a marqué une rupture avec l'héritage gaulliste. Donc il comprend 3 parties. Le splendide isolement du général de Gaulle, 1967-1969, et sa politique particulière au Moyen-Orient, au Proche-Orient. L'ouverture de la France vers les Palestiniens, entre 69 et 81. Et après 81, au moment de Mitterrand, quand les idées françaises s'imposent, donc, et les rôles joués par la France, entre 80 et 93, reconnaissance de l'OLP, avec la signature des accords d'Oslo notamment. Et le tournant silencieux, 1993-2023, effacement politique de la France de la scène israélo-arabe, quasi-monopole des États-Unis. Voilà. J'espère que... Merci. Sonia, c'est à moi. D'accord. Voilà. Alors oui, je voulais présenter, je vais faire le contenu de cette loi qui a été votée en 2018, qui s'appelle la loi de l'État-nation du peuple juif, qui sanctifie donc et qui enracine complètement l'apartheid à l'œuvre depuis longtemps. Mais juste avant, je voudrais aussi faire un petit complément à ce qu'a dit Béatrice, à savoir que Israël a constamment fait la guerre à Gaza. Et c'est vrai, on a tous les exemples des années où l'armée israélienne s'est déchaînée contre Gaza en prétendant toujours et en faisant croire à une partie du monde qu'il s'agit de répliquer à des attaques de Hamas ou d'autres organisations militaires ou de la résistance. Et en fait, c'est un plan prévu depuis le début, donc constamment, sur cette zone de Gaza qui est maintenant sous blocus en plus depuis 17 ans. Mais je voulais ajouter, et ça donc on le connaît assez bien, enfin malheureusement surtout maintenant, puisqu'on voit tous les jours ce qui se passe, mais qui ne fait que reproduire et amplifier ce qui s'est déjà passé. Mais il faut voir aussi qu'il y a vraiment une stratégie de liquidation des Palestiniens, et avec cette idée qu'il faut conquérir le plus possible de terres avec le moins possible de Palestiniens. Et donc, on a pu voir que des villages ont été rasés pendant la Nakba, donc dans les années 47-48. Il y a j'ai oublié le nombre, mais enfin, il y a un grand nombre de villages. Plus de 600. Combien ? Plus de 600. Ah, voilà. Et sur lesquels ont été construits des quartiers, des villes, des kibbutz, bien sûr, des centres culturels, des forêts, on a créé des forêts, mais il se trouve qu'il y a des Palestiniens qui ont fait quand même des recherches et qui ont réussi à retrouver et à mettre en évidence qu'il y a ces villages qui ont existé, qui sont là, sous la terre. Bon, il y a aussi une organisation israélienne qui s'appelle Zohot, ça veut dire « Elles se souviennent » en français. Et c'est une organisation qui, depuis des années, je pense qu'ils ont été créés il y a au moins 20 ans, peut-être un peu plus, s'est attachée à faire comprendre aux Israéliens ce qu'il s'était passé effectivement, et donc ils ont fait faire des visites des villages oubliés ou des ruines des villages. Ça n'a pas beaucoup marqué les esprits, mais enfin quand même, il y a des gens qui ont appris, des Israéliens qui ont écouté cette histoire et qui ont compris sur quelle ruine, sur quel massacre le pays s'était construit. Ensuite, il y a eu ensuite et toujours la poursuite de manœuvres de destruction de villages et d'expulsion d'habitants, notamment les Bédouins et d'autres,
dans les zones qui sont proches du Jourdain, d'une part, et d'autre part au sud de la ville de Hébron, cette zone de collines dans laquelle il y a un territoire qui s'appelle Massa Feriata. On a beaucoup parlé de ça depuis 2 ans, parce que là, il y a tout un groupe de villages qui sont soi-disant réservés par Israël pour faire une zone de tir. Ça n'est qu'un prétexte pour dire vous devez dégager. Et donc ils mènent aussi des attaques, destruction de mosquées, destruction d'écoles, destruction de maisons, interdiction de construire, etc. Et enfin, toujours dans cette idée, il y a, depuis l'intégration dans le gouvernement de ces extrémistes de droite complètement fanatiques, Ben Gvir et l'autre, des pogroms qui se mènent ouvertement et qui se sont multipliés et aggravés depuis le 7 octobre. Parce qu'on en parle moins. On a raison de parler de Gaza, bien sûr, mais il y a des morts tous les jours. Ils brûlent. 250 au moins. Oui, il y a au moins 250 morts. Donc il y a la ville de Jenin qui est tout le temps attaquée, il y a eu Hébron aussi, et des villes moins connues comme Houara, là où il y a eu le premier pogrom l'année dernière, ou peut-être ça fait maintenant 2 ans, je ne sais plus. L'année dernière, oui. Donc voilà, je voulais juste compléter en disant, à côté de Gaza, il y a aussi toute cette stratégie qui se met en œuvre pour repousser de plus en plus les Palestiniens. Et en ce qui concerne la loi État-nation du peuple juif, je vais juste vous dire, pour si vous ne la connaissez pas exactement, vous dire quels sont les articles qu'elle comporte et ce que ça implique pour les Palestiniens. Alors, le premier point, c'est les principes fondamentaux. La terre d'Israël est la partie historique du peuple juif dans laquelle l'État d'Israël a été créé. Donc ça reprécise que c'est pour les juifs et pas d'autres. L'État d'Israël est le foyer national du peuple juif, donc évocation de la promesse faite par la déclaration Balfour, foyer national du peuple juif, dans lequel il réalise son droit naturel, culturel, religieux et historique à l'autodétermination. Et donc il y a autodétermination uniquement pour le peuple juif et refus de l'autodétermination des Palestiniens. Deuxième point, les symboles de l'État. Le nom de l'État est Israël. Bon, ça peut être discuté aussi, mais ça a été depuis le début. Le drapeau de l'État est blanc avec 2 bandes bleues près des bords et une étoile de David bleue au centre. Donc ça confirme, effectivement, c'est des symboles de la religion juive et c'est que ça. L'emblème de l'État, encore une fois, est une menorah à 7 branches, donc le chandelier, avec des feuilles d'olivier des 2 côtés et le mot Israël au-dessous de celle-ci. L'hymne de l'État est Hatikva. Les détails relatifs aux symboles de l'État seront fixés par la loi. La capitale de l'État, c'est le 3e point. Jérusalem entière et unifiée est la capitale d'Israël. Et ça, c'est un gros sujet de conflit, puisqu'il y a l'idée que Jérusalem soit une ville capitale des 3 religions monothéistes. Il y a des Palestiniens qui veulent aussi que Jérusalem soit la capitale de l'État palestinien qu'ils souhaitent recréer. Mais en tout cas, là, ça manifeste clairement que c'est la capitale d'Israël. Et il n'y a que Trump, finalement, qui a reconnu ça en installant l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, alors que les autres ambassades sont à Tel Aviv. Le Brésil n'a pas aussi... Le Brésil, ils en avaient parlé, mais je ne sais pas s'ils l'ont fait. Ils se sont rétractés. Ah. Oui, c'est ça. Donc il n'y en a qu'une. Ils ont posé la question de savoir si c'était vraiment une bonne idée. 4e point, la langue. La langue de l'État est l'hébreu. La langue arabe a un statut spécial dans l'État. La réglementation et l'usage de l'arabe dans et par les institutions de l'État sera fixée par la loi. Et ça, c'est un sale coup vraiment pour les Palestiniens, parce que jusque-là, bien sûr que la langue la plus parlée, c'était l'hébreu, et beaucoup de Palestiniens d'Israël parlent hébreu. Mais maintenant, avec cette loi de 2018, on signifie clairement que la langue arabe n'a pas sa place comme langue officielle. Il y a beaucoup de pays où plusieurs groupes ethniques existent et où il y a plusieurs langues reconnues. Là, c'est seulement l'hébreu. Et si je peux dire un point, ça pose aussi un problème pour ce qu'on appelle les Mizrahim, c'est-à-dire les juifs arabes qui sont... qui parlent arabe. Qui parlent arabe et qui ont toujours été considérés aussi comme des citoyens de seconde zone. Pas seulement les Maghrébins. Les Maghrébins, les Syriens, les Égyptiens. Oui, c'est ça, ceux du Moyen-Orient. Ben oui, c'est ça. Donc ça les touche aussi d'une certaine manière. Donc les Irakiens. Les Irakiens. Oui, les Irakiens. Qui sont les plus cultivés par. Les plus...
Retour des exilés, c'est le 5e point. L'État sera ouvert à l'immigration juive et au retour des exilés. Alors attention, les exilés, c'est les juifs. Hein. Exilés depuis 2000 ans. Oui. Et ça, bon, c'est bien connu. N'importe quel juif ou personne reconnue comme juif de n'importe où dans le monde arrive en Israël, obtient la citoyenneté et la nationalité, alors que les Palestiniens d'Israël n'ont que la citoyenneté, pas la nationalité. Et ils n'accèdent pas à des droits. Enfin, oui, c'est une citoyenneté un petit peu. Une citoyenneté de seconde zone. De seconde, voire troisième zone, de série Z. Oui. 6e point, lien avec le peuple juif. L'État s'efforcera d'assurer la sécurité des membres du peuple juif en difficulté ou en captivité en raison de leur judéité ou de leur citoyenneté. Bon, il n'y en a plus beaucoup dans le monde, mais enfin. L'État agira dans la diaspora pour renforcer l'affinité entre l'État et les membres du peuple juif. Et ça, c'est une leçon qu'ils se donnent à eux-mêmes, parce que pendant longtemps, Israël avait un grand mépris pour les Juifs ailleurs qu'en Israël. Et puis, ils se sont mis, enfin surtout avec Netanyahou, à faire de la propagande pour dire mais vous êtes mal, vous êtes soumis à l'antisémitisme, quittez ces pays, venez en Israël. Ils ont besoin de renforcer parce qu'ils ont cet enjeu démographique vis-à-vis des Palestiniens énorme depuis le début. Et donc, tu peux peut-être le rappeler, en gros les projections démographiques, je ne sais plus en quelle année, prévoient qu'ils qui seront minoritaires, qui seront minoritaires dans leur logique sioniste sur leur territoire, ils seront minoritaires par rapport aux Arabes, y compris en Israël. Oui. 7e point, colonies juives. L'État considère le développement des colonies juives comme une valeur nationale et agira pour encourager et promouvoir leur création et leur renforcement. Et donc, de colonies. Les colonies, oui. D'une manière générale, il faut savoir que tout ça, on parle beaucoup du droit international pour même envoyer Poutine ou Dieu sait qui au tribunal, devant les tribunaux, etc. Tout ce que nous avons raconté, tous les faits historiques, tout ça évidemment en contravention totale avec le droit international, et à part les accords de partage, les accords d'Oslo, bon, on a dit ce qu'on pouvait dire, tout le reste, ils ont totalement ignoré les recommandations de ce qu'on appelle la communauté internationale, qui ne ressemble pas à y compris de l'ONU. De l'ONU. Bon, évidemment, à chaque fois, quand ça pouvait être vraiment gênant, les Américains mettaient leur veto pour sauver Israël. Et donc, considéré comme valeur nationale d'aller occuper la terre des gens qu'on occupe déjà, mais en redoublant la présence, c'est assez surprenant. Spoliation. 8e point, le calendrier officiel. Le calendrier hébreu est le calendrier officiel de l'État, et en même temps que celui-ci, le calendrier grégorien. J'aime bien parce qu'ils disent le calendrier hébreu, ils disent pas le calendrier religieux juif, mais enfin c'est ça que ça veut dire. Et donc il sera utilisé comme calendrier officiel. L'usage du calendrier hébreu et du calendrier géorgien, grégorien, pardon, sera fixé par la loi. Point 9, journée de l'indépendance et journée commémorative. Bon, la journée de l'indépendance est la fête nationale de l'État. La journée commémorative pour ceux qui sont morts dans les guerres d'Israël et dans l'Holocauste et la journée du souvenir de l'héroïsme sont les fêtes commémoratives de l'État. Il n'y a évidemment aucune tolérance pour des fêtes musulmanes, bien qu'il y ait une partie de 20% de la population d'Israël qui est représentée par des Palestiniens. Et pour la Nakba, et pour fêter, pour fêter la Nakba encore moins. Pour se souvenir de la Nakba. Pas fêté, mais oui, se souvenir. 10e point, journée de repos et Shabbat. Le Shabbat et les fêtes d'Israël sont les jours de repos instaurés dans l'État. Les non-juifs ont droit à maintenir les jours de repos lors de leur Shabbat et fêtes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Les détails de cette question seront fixés par la loi. Non, parce que leur Shabbat, pour les musulmans, c'est le vendredi. Oui. C'est pas leur Shabbat. Oui. C'est peut-être mal traduit. Hein. Oui, c'est peut-être mal traduit. C'est-à-dire le 7e jour. Oui, chaque religion, dimanche, vendredi. Et dernier point, l'immuabilité. Cette loi fondamentale ne peut pas être modifiée, sauf par une autre loi fondamentale adoptée par les députés. Et vous savez qu'Israël n'a pas de constitution, donc les lois fondamentales font office de constitution. Merci beaucoup. On a beaucoup de choses à dire, malheureusement. Je passe la parole à Majid comme observateur et comme personne.
personne concernée, puisqu'il a la triple nationalité syro-libanais, donc concerné par la question, avant de passer la parole après à Bruno pour qu'il nous fasse un chapeau historique sur la... Mais avant de passer la parole à Majid, je suis un petit peu frustré parce que Elias Sambara dit, elle n'est pas là malheureusement. Oui. Et il a évoqué la question de Nahda al-Arabiya, mais on n'a pas évoqué l'impact du Coran religieux chez Hamas, qui est quand même il en parle, j'ai pas parlé de Hamas. L'actualité actuelle. Ouais. Écoute, avec ce qu'on a entendu, c'est un exposé magistral de la situation. C'est n'importe quel observateur qui a une cervelle. Il dit comment ce projet colonial pourrait-il survivre? Parce que moi, ma thèse, si vous voulez, parce que je l'ai écrit dans le livre sous la direction de Michel Rimbaud, c'était sur Israël, projet colonial. C'était une idée aussi qui a été évoquée par un grand chercheur juif français, Maxime Rodinson, en 1967. Parce que moi, ma thèse, c'est que l'idée de création d'un État juif en Palestine, c'était une idée coloniale. Les Juifs n'avaient rien à voir dedans. Ils ont été utilisés. C'est une idée... coloniale des anciens empires coloniaux et non pas du colonialisme sioniste. C'est des Britanniques, oui, voilà. C'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque les sionistes chrétiens. Voilà. Et les Juifs, dans leur majorité, n'en voulaient pas. Parce que c'était l'époque de l'émancipation, l'époque napoléonienne et tout ça, l'Europe. Donc c'était entre... Et puis le sionisme, si vous voulez, excusez-moi, c'est-à-dire en quoi c'est-à-dire elle est basée, l'idée sioniste, c'est que les Juifs ne peuvent pas s'intégrer. Alors que la majorité des Juifs maintenant, ils sont intégrés ailleurs. Non, ils n'ont pas choisi Israël. Voyez. Donc ils rejoignent les antisémites dans cette idée. C'est-à-dire, les antisémites, qu'est-ce qu'ils disent? Les Juifs ne sont pas intégrables. Et les sionistes, ils disent la même chose. Donc il faut qu'ils... Voilà, on est d'accord. Oui, il y a un chapitre qui traite de ça. Voilà, non, mais c'est exactement là. Ensuite, on comprend pourquoi c'est la Grande-Bretagne qui a créé l'État. Parce que quand on a donné le mandat à la Grande-Bretagne, à la Société des Nations, en principe, cette charte implique que la puissance mandatrice doit respecter l'intégralité du territoire sur lequel elle a mandat. Donc, la France a charcuté la Syrie et l'Angleterre a créé l'État d'Israël aux dépens des Palestiniens. Voilà. Mais ensuite, une dernière remarque, c'est-à-dire quand on dit qu'il n'y a pas de solution d'un seul État. Parce que moi, je vois que c'est la seule solution démocratique. L'égalité des droits et des devoirs. Peut-être ce sera un seul État fédéral, confédéral, en sorte qu'on respecte les droits de tous, nationaux ou pas. Mais on a eu la même issue en Algérie. Les accords d'Évian devaient garder les colons en Algérie, mais les colons se sont solidarisés avec l'OAS, donc ils ont dû quitter. En Afrique du Sud, les Blancs sont toujours là. C'est la légalité de droits et des devoirs. Et puis, nous, en Occident, quand on se vante que c'est la seule démocratie dans le monde arabe, de quelle démocratie? Quand on lit cette constitution, on part. Voilà, donc je laisse la parole. On peut intervenir après. Bruno, oui. Oui, alors déjà beaucoup de choses ont été dites, et c'est pas la peine que je les répète, mais il y a un point qui me semble essentiel, c'est qu'il faut un peu revenir au plan de partage de 47 et regarder la carte. Parce que c'est très intéressant, parce que justement, ça montre à quel point le projet israélien, le projet sioniste, c'est une réalité coloniale pour les Juifs, mais en fait,
par les anglo-saxons. D'abord anglais, ensuite américains. Et c'est ça qui est fondamental. Parce que si vous regardez la carte du plan de partage de 1947, elle donne la majorité des terres aux Juifs. Mais elle donne tout ce qu'on appelle le Negev ou le Nakab, où il n'y a pas un seul Juif. Mais qui a un avantage, d'un point de vue géostratégique, c'est d'aller jusqu'à la mer Rouge, et donc de couper le monde arabe en deux. Et ça, c'est le plan de Palmerston, c'est le plan du Premier ministre anglais de 1907, qui n'a rien de juif, et comme par hasard, en 1947, pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à la mer Rouge? Mais justement pour qu'il ne puisse pas y avoir de communication directe entre Damas, Beyrouth, Amman et Le Caire. Et ça, c'est absolument fondamental, parce que là, on voit bien qu'il s'agit d'un plan colonial qui se sert des Juifs, qui se sert des sionistes, mais qui va beaucoup plus loin, puisqu'il s'agit de maintenir l'impérialisme occidental, en particulier anglais, qui ensuite passe le relais, si je peux dire, à l'impérialisme américain. Ça, c'est absolument fondamental. La deuxième chose que tu as rappelé, et qui me semble essentielle, c'est que, effectivement, les Juifs, dans leur majorité, n'ont jamais voulu le sionisme jusqu'à très récemment, et j'en veux pour preuve, en 1938, en Pologne, on a une des plus grandes communautés juives à l'époque. Évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va disparaître dans une très large majorité dans la tragédie de l'époque. Mais en 1938, on a des élections municipales en Pologne. Et lors des élections municipales en Pologne, qui gagne les élections? Le Bund. C'est le Bund qui gagne les élections municipales, les listes juives, c'est le Bund. Le Bund, c'est un parti autonomiste, c'est un parti antisioniste, c'est un parti socialiste. Marxiste. Et si on veut un deuxième parti chez les Juifs, à l'époque, c'est Agudas Israël, qui sont des orthodoxes religieux sur la ligne d'aujourd'hui de Netorei Karta. C'est les deux plus grands partis juifs en 1938 en Pologne. Bon, et je suppose que si on avait fait des élections dans d'autres communautés juives en Europe, on aurait eu à peu près les mêmes résultats. On en a beaucoup parlé avec ces dames dans ce livre. Hein, oui, mais c'est essentiel. Parce qu'en fait, le porte-parole du peuple juif, enfin disons du peuple du Yiddishland, mais c'est le Bund, c'est pas les sionistes. Et il disait, si je peux vous interrompre... Oui, tu as des spécialistes là, justement. Il disait, le Bund, nous on veut vivre... Côte à côte. Notre projet essentiel, c'est la lutte des classes. Mais bien sûr. Et le fait d'aller vers un nationalisme, ça nous empêche de notre lutte d'aller sur notre... Mais c'est là où le Bund, je pense qu'on peut s'appuyer sur lui aujourd'hui. Évidemment, en tant que phénomène historique, c'est terminé. Non, mais attends. Parce que quel était le programme du Bund? C'était l'autonomie nationale culturelle pour les Juifs sur un territoire où majoritairement les Juifs n'étaient pas majoritaires. Mais qu'est-ce qui empêcherait en Palestine-Israël d'avoir un État avec l'autonomie nationale culturelle pour les Juifs non territoriale et une autonomie nationale culturelle pour les Palestiniens non territoriale? Donc je pense que la redécouverte du programme du Bund peut être, si je peux dire, expatrié de Pologne, de Russie, de Lituanie, vers la Palestine. Et ce serait une espèce de vengeance de l'histoire. On les a tués, on les a massacrés, et d'une certaine façon, leur héritage pourrait ne pas être mort. Enfin, moi, je... Oui, mais tu sais, Bruno, en 1945, quand il y a eu la rencontre entre le roi Abdelaziz Ibn Saoud avec Roosevelt, et Roosevelt lui demande de soutenir le projet de création d'un État juif en Palestine. Parce qu'il lui a dit, ils ont beaucoup souffert des nazis. Il a dit, mais il y a un principe de justice. Celui qui a commis ce crime doit payer. Donc vous créez l'État en Allemagne. Pourquoi vous voulez qu'il vienne ici? Mais ça, c'est historiquement archivé, documenté. Il fallait le créer en plus. Alors, je voulais juste poser une question. Alors peut-être que c'est toi qui voulais en parler, Soubry. On a parlé des événements. Bon, on n'a pas le temps parce que c'est une longue histoire, mais enfin on a évoqué à peu près la chronologie qui illustre donc encore une fois ces livres et puis ceux dont on a parlé. Il y a un point important, décisif, qui explique aussi l'état de paranoïa et
inextricable dans laquelle se trouvent les populations, parfois les dirigeants aujourd'hui. C'est la manière dont, nous savons très bien qui a amené ça d'ailleurs, la délaïcisation des mouvements, y compris palestiniens. C'est-à-dire comment on a mis... Par calcul, tout le monde le sait, en avant le Hamas, etc. Et comment on a mis en avant des mouvements de résistance religieux, voire parfois intégristes, en avant, on les a favorisés, je veux dire, les Israéliens, les Américains, un peu tout le monde, au détriment de ce qu'ils étaient avant. Et donc il y a un moment décisif dont on a parlé. En parlant de ce moment-là, ça me permet d'expliquer cette bascule qui est Septembre Noir. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose dont plus personne ne parle aujourd'hui, mais qui à l'époque, évidemment, a eu un retentissement considérable et surtout des conséquences énormes. Elias Samba en parle pas mal. Oui. De Septembre Noir, évidemment. Oui. Bon, c'est qui veut? C'est toi qui dirige. Oui. Moi, je pense que c'est une histoire extrêmement riche. On aurait dû un petit peu prévoir plus de temps, mais on en fera. C'est déjà trop long. Je pense l'un des aspects de débat de l'actualité, il me semble qu'on ne peut pas l'évoquer. Néanmoins, j'en suis convaincu, suite à cette catastrophe, qu'il y a l'émergence des solutions de 12 États actuellement. Le ministre des Affaires étrangères du Parlement européen, il parle pratiquement comme moi depuis quelques jours. Il dit l'origine du problème, c'était le partage injuste. Et lorsque les acteurs de partage disent que l'origine du problème, le partage injuste, ça veut dire que la communauté internationale est appelée de corriger ce partage. C'est lorsque la communauté sera en mesure de corriger cette solution de partage, en ce moment-là, il y aura l'émergence des acteurs non religieux. Ce qui s'est passé, je me rappelle ici avec Alain Grech, lorsque je lui avais dit, j'ai l'impression que les courants religieux palestiniens, ils se sont calqués sur l'État. L'État était religieux, ils ont développé eux-mêmes leurs propositions religieuses. La religion a fait la démonstration absolue qu'elle est incapable de régler le problème de la Palestine, ni d'un côté ni de l'autre. Oui, mais on ne peut pas réduire, ça c'est de l'apparence religieuse. Quand tu vois le Hamas et tout ça, tu vois qu'il y a beaucoup d'autres composantes. Voilà. Oui. Il n'y a pas que on n'a pas le temps. Oui, on ne va pas faire ce débat-là. La question, mais enfin, on en parlera peut-être une autre fois, c'était d'évoquer le moment où les mouvements de libération de Palestine ne sont plus des mouvements laïques, voire pour certains marxistes, etc., sur le modèle de tous les mouvements de libération à l'époque. Et le moment où ils vont être écartés, liquidés de différentes manières pour laisser la place, finalement, au Fatah. Au Hamas, pardon. Au Hamas. C'était juste ça que je voulais qu'on évoque. Dans la crise générale, le chaos que les États-Unis ont voulu instaurer partout, la question palestinienne surgit parce que c'est une solution de chaos qui était implantée là-bas. Et puisque ça arrive à la limite, peut-être, en partant de cette crise, il y aura la solution dans l'émergence d'une solution pas religieuse, une solution laïque pour la question palestinienne. En dehors de ça, il n'y aura pas de solution. Il y aura. Voilà. Ça sera... Je crois que la solution viendra des peuples. Oui, voilà. Par contre, c'est des peuples aussi bien israéliens
palestinien. Mais quand on regarde, je viens de lire un article d'un des auteurs qui est cité, mais c'est pas le texte qu'on a choisi là, Marcello Swirsky, qui a fait un article sur le colonialisme de peuplement, et qui dit comment est fait l'endoctrinement depuis le jardin d'enfants. Je veux dire, la subjectivité israélienne ne laisse pas de place à la critique. Je veux dire, devenir critique, c'est un travail sur soi. Il y a un travail sur soi à faire pour arriver à une société israélienne qui deviendrait plus critique et qui se lèverait pour... peut-être que là, il y a des bribes, des éléments qui montrent qu'il faut absolument la paix, vu dans le contexte dans lequel ça se passe en ce moment. Mais je veux dire, la manière dont ça a été construit, l'imaginaire et le psychisme de la société israélienne, le travail à faire est immense. Mais ça, c'est dans toutes les sociétés où il y a apartheid et colonialisme. Ça a toujours été ça, c'est le discours. C'est la réalité qui fait penser. On est d'accord, mais là, on n'avait pas la prétention d'apporter des solutions à la situation actuelle, mais simplement de faire un petit historique de comment toutes les contradictions, en procès depuis 75 ans, qui nous ont amenés là. Voilà, attends, il y a Michel qui veut dire quelque chose aussi. Je voulais dire juste deux choses. Il me semble difficile, moi, d'écarter le facteur religieux dans la terre de Palestine telle qu'elle est. C'est le lieu de naissance des trois religions monothéistes. Alors zapper ça, c'est zapper l'histoire de tous les peuples qui ont une racine ou des liens avec cette région. Et je pense que on n'a pas le droit. Ça, c'est des raisonnements d'Européens. Deuxièmement, la nature du Hamas. Moi, je pense que le Hamas, quel que soit l'islamisme qui a été le sien pendant un moment, mais il y a Hamas et Hamas. Le Hamas qui a dirigé les événements du 7 octobre, c'est pas le Hamas qui a trahi la Syrie, etc. C'est autre chose. Mais, disons, ce que je crois, en tout cas, toute autre chose mise de côté, c'est que l'action du Hamas a donné une immense lueur d'espoir. Il a rendu sa centralité à la cause palestinienne, qui avait complètement disparu des écrans radars. Et deuxièmement, pour les Palestiniens, je pense, et pour les Arabes en général, il a donné une immense, je dis bien immense, bouffée d'espoir en disant ils ont remonté l'honneur. Parce que fallait pas l'attendre des gouvernements arabes qui se sont comportés comme des lâches, il faut bien dire. Enfin, c'est très décevant, quoi. Ça sera peut-être pas toujours, mais enfin, pour l'instant, c'est quand même pas brillant. Les opinions arabes sont à fond à 100% dans tous les pays du monde arabes d'une part et arabo-musulmans d'autre part. Toutes les 100% des populations sont pour la cause palestinienne, ce qui est du jamais vu. Et deuxièmement, pour tous les gouvernements, il n'y en a pas un seul qui bouge. Et dans la communauté internationale, il n'y en a pas beaucoup qui ont bougé, à part le gouvernement irlandais, et puis quelques autres. Mais il n'y a personne. Il y a les Colombiens, en Amérique latine, qui ont rappelé leur... Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Oui, non, mais ce que tu dis est indéniable, mais encore une fois, on ne va pas proposer, je veux dire, une synthèse, comme ils disent à Sciences Po. Non, on est là pour donner les éléments aux gens qui vont regarder cette vidéo, à ceux qui sont présents, qui vont s'intéresser éventuellement au livre qu'on a présenté, de commencer à comprendre comment on est arrivé dans ce merdier. Et je voudrais donner une indication. Juste ajouter cet élément qui me paraît particulièrement utile à rappeler quand on parle de la Palestine, c'est-à-dire de la terre 3 fois sainte. Oui, voilà. Enfin, malheureusement, c'est un petit peu à l'origine du problème, ça. Donc je ne crois pas que c'est là qu'il faille chercher la solution. Voilà. Oui, alors juste, je voulais rappeler, mais enfin ça va un peu dans la même direction, on oublie toujours, parce que toute notre propagande dit le conflit entre Israël et le Hamas. Et on oublie que la coordination militaire qui fonctionne à Gaza, elle regroupe le Hamas, le djihad islamique, mais aussi le FPLP, le FDLP, les brigades Al-Aqsa et le Parti populaire palestinien. On oublie que la coalition militaire qui fonctionne au Liban, les mêmes, fonctionne aussi avec le Hezbollah et le Parti communiste libanais et les nassériens libanais. Donc il faut, et militairement, là je parle de militaire, coordination militaire. Et par ailleurs, moi quand j'étais étudiant en Pologne, j'avais des amis palestiniens qui étaient au FPLP, beaucoup d'entre eux sont passés au Hamas. Pas par conviction, ils sont passés au Hamas à cause des accords d'Oslo. Pour eux c'était une trahison. Voilà. Et donc ils sont passés au Hamas pour cette raison-là. Pour les jeunes générations, il faut même si on ne parle pas de Septembre Noir, il faut rappeler ce qu'était, y compris idéologiquement,
et ce qui distinguait le FPLP, le FDPLP, l'OLP du Hamas ou du Hezbollah aujourd'hui. Au départ, oui. Alors, tu peux résumer. Le Hamas c'est arrivé beaucoup plus tard. Oui, hein, non, mais bien sûr, mais au départ, l'OLP est une organisation qui rassemble différentes organisations laïques, plus ou moins laïques, encore qu'il faut se rappeler que le mot Fatah, c'est une sourate du Coran, quand même. Hein. Donc, il jouait un peu sur deux tableaux, le Fatah, quand même. Mais bon, le FPLP, FDLP sont marxistes, les choses sont bien plus claires. Mais moi, je dis que c'est quand même aux Palestiniens de décider. Je veux dire, je viens de voir les déclarations du Parti communiste palestinien qui dit que tous les Palestiniens ensemble doivent lutter et qu'on ne fait pas de différence entre Hamas, FPLP, FDLP, etc., etc. Parce que c'est la résistance. C'est une question nationale. Oui, mais il s'agit que les gens qui ne savent pas ça apprennent. Et c'est le but de ce genre de rencontre, c'est pas de porter des jugements, etc. Oui, bien sûr. De dire que, voilà, il y a une histoire, parce que une des objections principales de l'idéologie dominante que nous connaissons, qui a produit ça, ça a été de se retrouver avec le meilleur adversaire, ce qui pensait être leur idiot utile, qui était le Fatah, et bien ça leur a pété à la figure. Hein, c'est ça qui s'est produit. Et c'est pour ça, je voudrais signaler un article qui est très intéressant, parce qu'on a beaucoup d'idées toutes faites sur le Hamas, alors qu'on connaît très mal ici. Et il y a un article, c'est une interview faite par le journal américain, mais c'est traduit en français, le journal américain Jacobin, qui interviewe Tarek Bakoni, qui est le directeur du think tank Al-Shabaka, un think tank d'analyse politique palestinien qui est très bien documenté, et il fait sur 20 pages une analyse historique de Hamas, de la façon dont il est apparu, de son rôle de résistant avant d'être un rôle de dirigeant politique de Gaza, et toutes les nuances et les changements au fur et à mesure. C'est très instructif, vous pouvez le trouver sur le site de l'Ordip. L'Ordip, A-U-R-D-I-P. On mettra ça en lien sur le site et avec la vidéo. Et il y a un livre de Leila Serra, qui a fait un livre sur le Hamas. Je ne l'ai pas encore commencé là, mais je pense que... Non, il faut parler sérieusement. Oui, il faut parler sérieusement. Leila Serra, elle est spécialiste du Proche-Orient. Et elle est irakienne, là, je pense. C'est la fille de Serra. Elle dit qu'elle est comme quand même le temps a filé et que évidemment il ne s'agissait pas ni de proposer le plan de paix, ni de désigner les... on va arriver à une conclusion. Je vous invite à chacun à apporter votre brève conclusion individuelle. Ma conclusion, je trouve que c'est très intéressant, là, le débat. J'aurais pensé et j'aurais souhaité qu'il y aurait un petit peu partout de débats à l'heure actuelle pour un petit peu clarifier pour tout le monde qu'est-ce qui se passe. S'il n'y a pas de solution, ça veut dire on va vers une guerre qui sera pire que toutes les guerres que nous avons. Et donc, c'est l'exemple de débat qu'il faut instaurer partout. Je remercie Dominique qu'il est là pour nous permettre de faire ça. Et je remercie tous mes camarades qui sont intervenus. Alors, chacun son petit mot. Tu n'as peut-être rien à ajouter, je ne sais pas, ni Michel, mais enfin, vous avez l'occasion de... Je trouve que c'était très intéressant comme débat, que c'est très enrichissant. Et c'est pas tous les jours qu'on a des débats notamment sur cette question-là dans la France d'aujourd'hui. C'est ça. Oui, ça c'est quand même notre gros problème d'exception culturelle française. Oui, alors ça c'est le problème effectivement. C'est-à-dire que, en fait, si on regarde la Palestine avec d'autres conflits, on a parlé de l'Ukraine et d'autres, finalement c'est toujours la même ligne de clivage fondamentale qu'on retrouve tout le temps. Donc ça c'est intéressant et c'est pour ça qu'on a 85% du monde d'un côté et puis notre petit Occident qui se ghettoise et qui croit encore être capable de donner des leçons alors qu'ils perdent de l'influence. C'est pour ça que je suis relativement optimiste. Alors sur le court terme, non, c'est la catastrophe. Bon, parce que bon, la trêve de 4 jours, je ne sais pas ce qu'elle va donner. Et bon, donc là, sur ce plan-là, je ne pense pas qu'on ira très loin dans un avenir proche. Mais je suis relativement optimiste sur le plus long terme, sur un monceau de cadavres. Donc il va y avoir la délégitimation de toutes ces idéologies qui n'ont plus aucun sens. En particulier. Manifestement, ça a commencé. Ben oui, voilà. Et sans légitimité, tôt ou tard,
une entité s'écroule. Donc la situation actuelle va forcément aboutir à des basculements qu'on ne peut pas prévoir. C'est les peuples concernés qui vont le faire, mais de toute façon, j'ai envie de dire, la folie de Netanyahou est la preuve de sa faiblesse, et pas de sa force. Donc, s'ils sont faibles, tôt ou tard, c'est terminé. D'après ce que je vais laisser la parole à ces dames, mais d'après ce que j'ai compris, Netanyahou n'est pas le pire. Non, mais enfin, oui, bon, d'accord. Loin de là. Je suis d'accord. Oui, d'accord. Enfin, quand je dis Netanyahou, c'est toute l'extrême droite. Oui, voilà. Moi, je suis très intéressée aussi par les échanges qu'on a eus. Mais quand même inquiète sur l'issue à court et moyen terme, pas seulement à court terme, à moyen terme, avant que l'optimisme puisse ressortir. Je pense que c'est entre les mains des Palestiniens et de ceux qui les soutiennent dans beaucoup de pays, y compris avec des Israéliens critiques, il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont leur rôle à jouer, face à des gouvernements qui sont non seulement complices, mais directement responsables, comme la France qui vend des armes à Israël, les États-Unis qui financent Israël à longueur de temps, et ça, il faudrait vraiment renverser cette dynamique, et c'est difficile. Oui, c'est pas ce qu'on va... En tout cas, oui, non, on fait ce qu'on peut. Je crois vraiment que c'était intéressant de pouvoir partager d'horizons différents. Et je pense que c'est les peuples qui doivent agir. Et c'est une solution politique. Le religieux ne sera pas primordial dans la résolution du conflit. Par contre... je vois pas de solution ni à moyen ni à court terme, ni à court ni à moyen, pardon, dans le bon sens. Et je pense que malheureusement, c'est l'impérialisme et le capitalisme qui doivent je veux dire, la guerre israélienne contre les Palestiniens soutenue par les Américains d'une manière forte, laisse aussi supposer qu'ils voudraient remplacer le gaz russe par le gaz qui est au large de Gaza, et qu'en fait cette guerre c'est encore une histoire économique du capitalisme actuel. Oui. Et voilà, donc on n'en est pas sorti du tout. Alors si les peuples réfléchissent, mais je pense qu'il y a d'autres implications. Je suis d'accord avec vous. Géopolitiques. À l'origine, c'est colonial, impérialiste. Ça n'a rien à voir avec la question juive. Ni avec la question d'ailleurs, il y a Sylvain Sipel qui vient d'écrire un livre, L'État d'Israël contre les Juifs. Donc, à l'époque, je me rappelle, après 1973, il y a quelqu'un qui avait écrit un article ou un livre, Israël en danger de paix. Elle est toujours en danger de paix parce qu'ils ne veulent pas de paix. Tout ça. Ils peuvent exister mais finalement, c'est n'existe que par la guerre, mais ça c'est clair. Voilà, c'est tout simplement. Parce qu'il n'y a pas d'unité autre dans la société israélienne, en fait, qui est très hétéroclite. Et puis, elle a été dévalorisée stratégiquement parce qu'Israël est censé défendre les intérêts de l'Occident impérialiste et colonialiste en Orient. Maintenant, c'est l'Occident qui défend Israël, surtout après le 7 octobre. Maintenant, il faut y penser à un autre schéma. Mais pour ma conclusion personnelle, après on pourra poursuivre le débat autour d'un verre, pour plus soyer dans ton sens, c'est que le problème, oui, c'est l'Occident, mais l'Occident, il n'est pas en très bonne forme actuellement. Oui, c'est ça. Tu as remarqué, en particulier depuis l'opération militaire spéciale, ça ressemble à la débandade générale. Hein, et les choses ne sont pas indépendantes les unes des autres. Voilà, donc c'est ce que nous appelons la stratégie du chaos qui semble être en échec. Ça c'est la bonne nouvelle. Oui, voilà. Même si évidemment il y a des catastrophes et des calamités à déplorer, mais peut-être est-ce la fin de cette longue période de malheur et de calamités orchestrées par qui nous savons, du moins tous ceux qui ont suivi les épisodes depuis bientôt 10 ans que nous menons avec Soubry et les camarades ici. Eh bien
un événement extrêmement douloureux, problématique, conflictuel, contradictoire, avec des perspectives extrêmement glauques dans l'immédiat, mais qui signale quand même un grand renversement, hein, et notamment de l'Occident collectif, comme disent nos camarades de nouveau de l'autre côté du rideau de fer. En tout cas, merci à tous. Bravo. Donc, Bravo, bravo.